Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour la dernière soirée de l'édition The Place to Be, pardon. Je me bégaye tellement je suis ému de recevoir Nicolas Linder ce soir et Jean-Pierre Brouillot. Est-ce que vous êtes bien installés tous les deux? Est-ce que vous avez accroché vos ceintures? Nous allons partir sur une soirée autour des voyages, de l'illusion. Et sans plus tarder, Nicolas, je vous propose de découvrir l'extrait que vous nous avez fourni pour vous présenter en quelques minutes. C'est parti. Que de nouveau. On est à la choucrouterie, donc j'ai décidé de faire cette conférence en alsacien. Est-ce que ça vous convient? J'ai l'impression que ça fait pas. J'ai l'impression que ça fait pas l'unanimité. Alors je repasse au français. Donc je vais commencer par une petite anecdote qui s'est déroulée il y a 3 semaines à peine. J'avais un examen somme toute banal à effectuer en tant que personne atteinte de spina bifida. C'était une échographie. Alors, dans un premier temps, évidemment, on s'est assuré que je n'attendais pas d'autres heureux événements qu'une victoire du Racing. Dans les 2 cas, c'était négatif. Donc, on a pu commencer l'examen. Enfin, pas tout à fait. J'avais un petit topo à faire d'abord. Donc, je vous préviens, le système urinaire que vous allez visiter n'est pas tout à fait comme les autres. Ah bon, pourquoi? Disons qu'il y a quelques travaux qui ont été effectués. Des travaux, quel genre? Ah, des travaux assez lourds quand même. Donc je commence. Déjà dans les reins, vous allez trouver du téflon. Ah, bon. Donc là, je me lance dans un petit topo que j'ai le plaisir de vous épargner aujourd'hui. Ensuite, j'ai aussi un sphincter artificiel. Donc là, bon, je ne savais pas trop ce que c'était, donc pareil, je me lance dans une petite explication. Il prend son instrument de torture et il dit, bon, on commence l'examen. Non, non, attendez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai aussi un agrandissement de vessie. Quoi, un agrandissement de vessie? Comment on peut agrandir une vessie? En fait, on a pris un morceau de mon intestin, tout simplement, et puis on l'a greffé sur ma vessie. Ah, d'accord. Bon, cette fois, on peut commencer. Donc, il soulève mon t-shirt, il voit une grande cicatrice, il voit un bout de plastique non recyclable en plus, qui sort de mon ventre. Donc là, je crois que s'il avait eu un chapeau, il se serait retrouvé par terre. L'examen se passe bien, je me relève, je prends ma canne blanche, donc il ne m'avait pas vu arriver, je prends ma canne blanche. Il me demande, mais vous êtes aveugle aussi? Ah non, 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 pas du tout, non, 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 non. Non, je suis simplement apprenti, je suis malvoyant. J'ai encore un peu d'exercice avant d'atteindre le stade ultime. Bon, si vous savez, là je finis mon travail dans 20 minutes, si vous voulez, je vous raccompagne chez vous. Oh, ça devrait aller. Vous savez, j'ai skié en Sibérie, j'étais à Madagascar, j'ai visité Madagascar. J'étais à Stockholm tout seul, à Malte. Je pense que pour les 500 mètres jusqu'à chez moi, ça devrait aller, je vous remercie. Voilà, donc cette petite anecdote pour vous faire comprendre que quand on m'a proposé de participer à une conférence sur le thème de la santé, je me suis un peu senti comme un chauve à qui on demanderait de participer à un concours de coiffure. J'y voyais pas trop ma place. Et puis j'ai quand même réfléchi et je me suis dit... c'est vrai que je suis parti avec un capital peut-être inférieur aux autres, mais j'ai toujours rêvé d'aventure, j'ai toujours rêvé de nature, de randonnée et tout. Puis au final, je m'en sors pas trop mal. Et d'ailleurs, je prends pratiquement plus de médicaments, alors que je peux vous assurer que quand j'étais enfant, j'étais sûrement plus chargé que le bœuf aux hormones que vous avez dans votre assiette. Et donc peut-être quand même que je m'en suis pas si mal sorti, et que je peux effectivement avoir quelques clés à transmettre. L'une de ces clés. Bataille. Quelque part, j'avais transformé mon corps en champ de bataille. Et un jour, une femme m'a dit « Tu ne t'aimes pas ». J'étais un peu choqué quand même. Pourquoi, de but en blanc, tu me dis « Tu ne t'aimes pas ». Parce que tu ne peux pas considérer ton corps comme un ennemi. Oui, mais non, je ne considère pas mon corps comme un ennemi, c'est la douleur que je n'aime pas. Qui aime la douleur? La douleur, si elle est là, c'est pour t'alerter avant tout sur des choses. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La prochaine fois que tu as mal, donc ça, la fois suivante pour arriver n'était pas trop longue, au lieu de te mettre sur le pied de guerre, tu accueilleras ta douleur. Donc, concrètement, comment tu feras? Par exemple, tu pourras lui parler. Tu diras par exemple, je sais que voilà, tu es là,
mais c'est pas dans le simple but de me faire souffrir, c'est que tu as des choses à me dire. Et donc je me suis mis un peu beaucoup plus à l'écoute du corps. Et par exemple, quand les douleurs arrivaient, j'essayais d'envoyer des ondes positives, comme de la respiration aussi. Voilà, le souffle, c'était souvent dans le bas du dos. Donc le souffle, j'essayais de le diriger vers cette zone. Et effectivement, à partir de là, les douleurs ont nettement diminué parce que le corps était prêt à accueillir cette douleur et ne plus à la rejeter, ce qui au final est complètement contre-productif. Aujourd'hui, le médecin qui m'a rendu malvoyant, dans un premier temps, je ne vous cache pas, j'étais un peu en colère quand même contre lui. Bon, j'avais un peu de la haine, d'accord, c'est vrai. Enfin bon, j'avais des envies de meurtre, oui, c'est vrai, d'accord. Mais maintenant, je me dis, certes, il m'a pris une bonne partie de la vue, mais peut-être quelque part, il m'a ouvert les yeux sur le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup, Nicolas, pour ce magnifique extrait. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter à ce portrait ? D'abord, bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de partager avec vous ce moment et notamment cet extrait. Un très bon souvenir dans une salle strasbourgeoise à Choucroterie. Donc voilà, ça m'évoque beaucoup de choses comme salle. Et dans cet extrait, j'ai notamment abordé un peu le thème de la gestion de la douleur. Parce que voilà, on a cette particularité donc, de voyager avec le handicap, nos handicaps. Certains provoquent des douleurs, d'autres pas. Dans mon cas, ça a été un peu une compagne fidèle de ma vie. Et donc, voilà, dans cet extrait, j'ai un peu essayé de dire un peu comment on peut la gérer, parce que c'est vrai que c'est extrêmement difficile. On la considère vraiment comme un adversaire. Et c'est, comme je le disais, je crois que c'est vraiment la pire erreur à faire. Et au final, de pouvoir changer complètement de regard sur sa douleur, sur son handicap, je pense que c'est un petit peu l'essentiel pour pouvoir aller de l'avant et vivre des choses, essayer de s'enlever toutes ces contraintes, de tous ces poids, pour ensuite pouvoir aller de l'avant et vers le monde. Tout à fait. Merci beaucoup. Sans plus attendre, si vous voulez bien, on va regarder l'extrait que nous a confié Jean-Pierre Brouillot pour se présenter. Et puis, même chose, on lui demandera un petit peu s'il souhaite compléter son portrait. À tout de suite. Lettre blanche sur fond noir, il n'y a pas de handicap, il n'y a que des différences. Jean-Pierre Brouillot, écrivain voyageur non-voyant. Maroc, Essaouira. J'ai perdu la vue entre 15 ans et 16 ans. Et la chose la plus impressionnante, je crois que ce qui m'a marqué le plus quand j'y réfléchis aujourd'hui, c'est de réaliser que je ne sais absolument pas quand j'ai perdu la vue. J'étais déjà dans une école pour malvoyants, donc ce qu'on appelle les personnes amblyopes. Et quand ça m'est arrivé, j'étais tellement dans le déni que je n'ai pas pu réaliser que j'étais aveugle. J'ai continué à fonctionner à partir de la mémoire et non pas à partir de la perception. Et comme je connaissais les lieux, je me mouvais dans les lieux facilement, sans trop me heurter, hormis si les choses changeaient de place. Et comme j'étais quelqu'un de très turbulent, j'ai été à ce moment-là renvoyé de cette école et je suis allé dans une autre école à Paris. Et là, j'ai réalisé que j'étais aveugle et ça a été un choc parce que je me suis retrouvé le premier soir autour d'une table avec les autres jeunes personnes.
Et quelqu'un m'a dit, bah, tiens, comme tu es aveugle, je vais t'aider je vais te servir la soupe. Et là, c'est la première fois qu'on me mettait en face, dans l'évidence de l'instant présent, que j'étais aveugle. Ça a été terrible. Mon poing est parti tout seul, j'ai frappé la personne en face de moi. Et je suis parti en hurlant quasiment absolument n'importe où. Je ne connaissais pas l'école, je me heurtais dans tous les murs. Ça a été absolument terrible, terrifiant. Donc là, voilà, je réalise que je suis aveugle. Et donc cette époque-là, ça a induit énormément de colère, de refus. J'en voulais au monde entier. Et je me suis dit maintenant, j'ai rien à prouver aux autres, c'est fini, il faut que je me choisisse moi. Et qu'est-ce que c'était que me choisir moi? C'était une envie qui me démangeait depuis que j'avais 10-11 ans, de partir sur les chemins de Katmandou, la route des Indes. Une série de clichés jaunis par le temps défile. Deux jeunes hommes partagent une pause cigarette. Dans un regroupement babacool, un homme hirsute, guitare en bandoulière, joue de la flûte. Sur les ruines d'un site antique, deux hommes posent. Une cité médiévale orientale. Trois jeunes gens posent gaiement devant un paysage de désert rocailleux. Un homme enturbané conduit un attelage chamarrais. Et de là, j'ai commencé à trouver des désirs un peu plus personnels, parce que la route des Indes, c'était un mouvement un peu collectif. Et j'ai eu envie d'aller rencontrer des gens totalement différents. Donc en Afghanistan, j'avais sympathisé avec un garçon de ma région et on est parti ensemble vers l'Afrique noire. On a remonté le Nil blanc, on a vécu parmi les peuples nomades, les Nuer, les Dinkas dans le sud-Soudan. On a voyagé beaucoup à travers l'Afrique noire à pied, le Zaïre, le Rwanda, la Tanzanie, Burundi, Kenya. Ça a été une période de ma vie. Après, il y a eu plusieurs années une fascination pour l'Amérique latine. Et le point d'orgue et le défi, je me suis joint à un groupe de 4 autres Français et on a décidé de devenir chercheurs d'or, ce qu'on appelle les garimperos. Et on est allé dans une région sur les 3 frontières, Bolivie, Brésil, Pérou. On est passé clandestinement. Et on a vécu plusieurs mois en forêt à chercher l'or et à découvrir des choses absolument terribles. Les gens qui sont maintenus en esclavage par des petits chefs locaux. Et une extrême violence, ça m'a montré encore un des visages de l'humanité. Une vidéo amateur témoigne de l'expédition de Jean-Pierre et ses compagnons. Au milieu d'une jungle luxuriante, 5 jeunes hommes peinent à se frayer un chemin. Ils traversent une rivière. Un arbre couché leur fait office de pont de fortune. Immergés jusqu'au cou, ils avancent dans des eaux boueuses. Deux hommes poussent un radeau sur lequel ils s'embarquent. Ils tamisent le limon, creusent la rive à la recherche d'or. Un compagnon de Jean-Pierre lui verse de l'eau sur les mains. Puis Jean-Pierre pose ses yeux de verre l'un après l'autre pour les nettoyer dans de petites boîtes de conserve remplies d'eau. Parce qu'en fait, je crois que toutes mes quêtes, c'était quand même de rencontrer, pour me rencontrer moi, je pense que je suis passé aussi par la phase où il fallait que je rencontre l'autre sous tous les visages. Et j'ai effectivement rencontré l'autre sous le visage de la délinquance, quand j'étais encore en Europe, en partant sur la route des Indes, quand je vivais à Amsterdam, à Londres et autres, et que je vivais à la rue à cette époque. Je faisais la mendicité, je dormais dehors. Et puis après, j'ai eu besoin de rencontrer des peuples complètement différents pour voir aussi comment, certainement pour voir aussi comment mon handicap était perçu. J'ai eu par exemple des grosses déceptions quand j'ai essayé de partir avec les nomades au Soudan.
et qui m'ont refusé alors que je pensais que c'était mes frères, les nomades. Je me disais, ils sont comme moi, ils n'ont pas de frontières. Et en fait, ils étaient tellement dans la survie qu'ils ne pouvaient pas, dans leur caravane, et j'ai réalisé ça bien plus tard, intégrer une personne aveugle qui est quand même, malgré tout, au bout du compte, un peu dépendante. Après l'Amérique du Sud, j'ai décidé de voyager plusieurs années dans le sud-est asiatique, les Philippines et après l'Australie. Toutes les îles, une grande partie des îles du Pacifique. Merci vraiment pour ces magnifiques images, pour votre portrait, Jean-Pierre Brouillot. Est-ce que vous auriez envie de rajouter quelque chose à ce que nous venons de voir ensemble? Déjà dire merci à Lilian Vézin, qui est venu me chercher pour réaliser ce film. Et en fait, c'était la première fois que je me retrouvais devant une caméra. Quand j'écoute le film aujourd'hui, je m'en aperçois du reste. D'accord. Et autrement, non, rien à voir, circuler. On peut rentrer dans un nouveau voyage dans l'instant présent, ensemble, autour de notre thématique du soir, je crois. C'est illusion et voyage, c'est ça? Voyage et illusion pour cette dernière soirée de la seconde édition de The Place to Be. Et donc, j'ai envie de vous dire, on va s'engager dans cette soirée simplement en feuilletant un carnet de voyage, ou peut-être pour les personnes de l'ancienne génération. Vous vous souvenez ces soirées diapos, là, où il y avait tonton Georges ou tata Janine qui montraient les diapos à la famille, etc. Donc on est parti pour ça, 1h30, échanger deviser un petit peu sur des idées de voyage, etc. Mais peut-être en préambule, qu'est-ce qu'on choisit? Le tu, le vous quand on voyage? Est-ce que le voyage abolit la barrière du vouvoiement? Ou bien est-ce que le fait d'être en situation de handicap conduit les personnes que vous rencontrez à vous tutoyer, et ce, parfois sans même vous en demander l'autorisation ou si vous êtes OK? Ah non, mais ça nécessite le vouvoiement, forcément, quand on est handicapé. Non, mais moi je voyage beaucoup en tutu, donc on peut partir sur le tutoiement, il n'y a pas de problème. C'est comme vous voulez. Mais vous saisissez, Jean-Pierre, par exemple, ce que je veux dire, est-ce que parfois le tu n'est pas un peu facile devant des personnes en situation de handicap? Alors oui, je crois que toutes les personnes en situation de handicap, j'aime beaucoup ce terme. En tout cas, oui, le tu est souvent employé en forme de... Ça serait supposé exprimer l'empathie et la tolérance. Et la tolérance, j'aime pas beaucoup, parce que ça suppose qu'on est au-dessus de l'autre pour le tolérer. Mais ceci dit, oui, on connaît tous le fait d'être tutoyé, on parle de nous à la troisième personne du singulier, souvent. Monsieur, il aimerait ceci, monsieur, il aimerait cela. Mais c'est très culturel et c'est très révélateur d'un embarras. Mais j'allais dire, effectivement, le tu, c'est déjà mieux que le il, parce que là, ça montre vraiment que la personne est complètement transparente. C'est pas parce qu'on n'y voit pas ou pas bien, parce que voilà, qu'on n'est pas capable de répondre à des questions toutes simples. Donc, c'est vrai que pour moi, l'essentiel, c'est déjà qu'on s'adresse à moi et pas à la personne qui est à côté de moi, quoi. En fait, c'est pas très grave non plus. Non. Les gens, ils font avec ce qu'ils sont. L'histoire, c'est de pas en faire avec le tu et le il, d'en faire une tuile, quoi. Oh. Allez, revenons un petit peu à nos affaires, à nos carnets de voyage. Selon vous, après vos multiples périples, aujourd'hui, quel serait The Place to Be? Où est-ce que vous aimeriez être ici. Oh, comme c'est mignon. Non, mais franchement, entouré de Jean-C, Julie, Bérangère. Attention, si j'en oublie. T'as la liste, non? Arnaud. Bon, rassurez-vous, ils viendront peut-être se présenter à un moment ou à un autre. Mais si je regarde cette map monde, là, où est-ce que vous avez les meilleurs souvenirs? Ou peut-être aujourd'hui, le coup de cœur, là, ici et maintenant, qu'est-ce qui vous appelle comme pays, comme ambiance? Pour moi, c'est assez évident. D'ailleurs, ma tenue parle d'elle-même. C'est-à-dire qu'il ne fait pas très chaud, il paraît ici, mais voilà, une petite chemise suffit largement, je trouve. parce qu'effectivement, c'est vraiment les régions du Grand Nord qui m'attirent beaucoup. Et par rapport à ça, j'ai une expérience un peu forte. J'ai vécu une expérience un peu forte. En fait, cette attirance m'est venue lors d'une opération, en fait, où pendant un mois, j'étais hospitalisé.
n'avais pas le droit de manger ni boire. Et en fait, là, j'ai imaginé que le blanc de l'hôpital, c'était le blanc du Grand Nord. Et à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui m'est vraiment resté. Et au final, c'est une région que j'ai pu connaître beaucoup plus tard en surmontant plein de barrières différentes. Et c'est quelque chose que je voudrais approfondir parce que voilà, j'ai fait une expédition en Sibérie pendant 2 semaines. Mais c'est vraiment quelque chose que je voudrais approfondir parce que ce qui est avant tout intéressant à chaque fois quand on va dans une région, c'est de découvrir vraiment le mode de vie. C'est pas tellement d'être de passage. Une expédition, c'est bien, tu t'amuses, tu fais du ski, voilà. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de rencontrer les gens, même s'ils ne sont pas très nombreux dans ces régions-là. Mais voilà, donc, mais c'est un petit peu le challenge ultime encore, parce que j'ai pu surmonter beaucoup de choses, mais là, c'est vrai que ça demande encore de surmonter des choses supplémentaires par rapport au handicap. Et donc, c'est un côté très excitant, du coup, de se dire bah, on est encore très loin d'avoir accompli tous ces rêves, quoi. Donc, c'est vraiment vers ces régions-là, effectivement. Mais du coup, on peut entendre presque qu'il y a une certaine idée de mise à l'épreuve, en fait, de conduite pour un petit peu, on dirait, ordalique, de prise de risque, un peu pour se tester, pour aller jusqu'à approcher ses propres limites. Est-ce que ça fait un peu partie de votre conception ? C'est possible. Là, il y aurait toute une psychothérapie à faire autour de ça. Mais effectivement, je dis souvent, la vie a décidé de me mettre à l'épreuve et du coup, j'ai décidé de choisir mes propres épreuves. Du coup, des épreuves qui me font vibrer. Parce que les épreuves de passer sur une table d'opération, des trucs comme ça ne fait pas forcément beaucoup vibrer. On fait avec, je pense même que ça apporte, que ça fait grandir malgré tout, même si c'est des mauvais moments à passer. Mais une fois qu'on a passé ces épreuves-là, on va dire, bon, ben, maintenant, qu'est-ce que je peux faire qui vraiment me fait vibrer ? C'est ça. Et pour vous, alors, Jean-Pierre ? La question que j'étais en train de me poser, c'est jusqu'où on peut grandir, finalement. Ben, lui, il est très pôle, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et moi, je suis très extrapôle. Donc, j'extrapole facilement. Jusqu'à ça pique trop. Tropique, quoi. Tropisme du tropique. Donc, vous, c'est plus la chaleur, en fait. Ça, c'est plus... Ouais. La chaleur. Ouais. Manger des glaces avec la chaleur. Non, moi, les épreuves, c'est pas trop mon truc, là. Chercher à grandir. Je trouve que ça va. Je n'ai pas cherché à vieillir. La vie le fait très très bien. Bon anniversaire Jean-Pierre, merci. Ah oui, mais c'est vrai, oui, il paraît que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Ouais. Mais bon, voilà. Il faut bien que je fasse semblant d'être deux de temps en temps. Parce qu'on vous a vu en fait orpailleur, chercheur d'or. Aujourd'hui, une nouvelle alchimie, une nouvelle recherche, un nouveau parcours initiatique. Ce sont belles vos questions. Ah bon. Il va falloir que je cherche des réponses à la hauteur de ces questions. Non, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, c'est regarder à l'intérieur ce qui résiste et qui n'a pas envie d'être là où je suis. Voilà, ça serait juste ça, le voyage, parce que je pense qu'on va parler de voyage et d'illusion du voyage. Parce que j'ai dit, en fait, je suis complètement venu... Je ne suis pas du tout venu ici parce que j'ai vu de la lumière, mais je suis venu parce que j'ai vu l'affiche illusion et voyage. Ouais, voyage. Ça, franchement, ça me botte, quoi. Vraiment. C'est cool, ça, quand même, non ? Ah ouais, c'est comme sujet. On est venus ensemble. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt ça aujourd'hui. Quel souvenir alors d'illusion, de voyage, là, vous vient là tout de suite, là, en claquant des doigts, puisque vous venez de le faire, c'est sans facile. censure, sans... hop, quel est c'est simple. Quand on veut partir en voyage, ouais. On se dit, ouais, c'est super, je vais traverser le Sahara pendant plusieurs mois. Ouais. Et hop, là, la petite machine dans la tête, elle se met en route, et puis on a plein d'idées. Oh, je vais rencontrer les Touaregs, on va manger sous la tente, on va être invité par telle et telle personne. Et puis on arrive sur place, mais c'est pas du tout ça. Alors, déjà, l'illusion, on l'a fabriquée avant. Donc là, c'est commence à devenir intéressant. Ouais. C'est là où le voyage commence vraiment à prendre corps et à donner que, en fait, c'est un voyage, ce n'est que dedans que ça se passe. Je veux dire, c'est un prétexte dehors, c'est un miroir permanent qui parfois reflète, parfois c'est un miroir qui cogne aussi. Mais en fait, voilà, dès qu'on arrive quelque part,
et qu'on est mécontent, c'est qu'on était dans l'illusion et qu'on avait projeté et qu'on attendait quelque chose. Et ça, c'est pour moi le vrai voyage. Le reste, c'est voilà, c'est des prétextes. C'est des prétextes. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut être présent à soi-même pour être présent au monde, au voyage et aux autres. Alors, c'est ce que je vis moi. Mhm. Après, chacun il fait ce qu'il veut Bien sûr, ouais. de son ressenti. Ouais. Pas de- Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Bah, c'est sûr que si on part en voyage en emmenant dans son sac à dos toute notre vie d'ici, on ne pourra pas en tirer grand-chose quoi, de ces voyages. Et là, forcément, on va vers la désillusion. Donc, mais quelque part, tout voyage est un peu une illusion, mais c'est peut-être pas plus mal parce que le voyage, c'est quelque chose qui se vit avant, pendant et après. Et peut-être qu'il y a même pas une des phases qui est plus intéressante que l'autre. Les trois ont leur intérêt. Chaque voyage que j'ai fait, chaque fois, je me suis dit, bon ben voilà, je vais découvrir ci, ça. Sur le coup, quand j'y suis, ben, je vais découvrir complètement autre chose. Et après, quand je reviens, je reconstruis encore autre chose. Donc si ça se trouve, les voyages que je vous raconte, peut-être que c'est des conneries. Peut-être que c'est pas du tout ce qui s'est passé en... Des conneries ou des constructions? Ouais, C'est quelque chose que tu construis Mhm. toi, oui. Ouais. Parce que tu en as besoin. De toute façon, personne ne pourra prouver que c'est réel, ni les autres, et ni toi, quelque part. Je veux dire, dans la manière, on pourra dire sur ton visa que tu es allé à tel endroit, voir ton passeport. Mais ce que tu vas nous raconter, ce que tu as vécu à un endroit précis de ce voyage, même toi-même, à un moment donné, moi, très souvent, j'ai des doutes sur mon passé. J'ai même des doutes sur ce que j'ai dit il y a 30 secondes. Tu me demanderais... voilà, Est-ce que ça j'ai vous pas de inquiète, certitude, ça? en fait. Ça vous inquiète ou au contraire, ça vous construit, ces doutes? Un vrai bonheur d'être de nager dans l'incertitude quand on n'y oppose plus justement de la certitude ou un besoin de certitude. Ouais. Mais cette construction, au final, c'est presque magique. Et toute illusion a une forme de magie. Par exemple, tout à l'heure, je donnais l'exemple de ce vécu à l'hôpital où ben voilà, c'était un mois vraiment compliqué. Mais au final, le fait d'avoir vécu dans cette illusion a vraiment permis que ça se passe beaucoup mieux. Et donc, bah, peu importe si à ce moment-là, la réalité est que j'étais bardé de tuyaux à gauche, à droite et tout ça, c'est pas ce qui compte. C'est ce qui s'est passé dans l'esprit. Et le fait qu'au final, quand je suis sorti de l'hôpital, bah, j'ai eu moins de séquelles psychologiques, je pense, que ce que ça aurait pu causer. Et au final, on peut déplacer ça sur toutes les illusions qu'on reconstruit après un voyage. C'est avant tout ce que ça nous apporte. Si c'était la réalité ou pas, peu importe. C'est que ça nous a permis de peut-être résoudre certaines choses qui étaient complexes dans notre vie. Et donc voilà, c'est ça qui compte. Moi, je sais que, par exemple, quand je reviens d'une randonnée assez longue, bah, il y a des passages qui ont été très difficiles, qui d'un coup vont paraître hyper simples et vice-versa. Mais grâce à cette construction, ben, le fait d'avoir rendu quelque chose difficile alors que c'était simple, ben, au quotidien, ça sera pareil. Quelque chose que ben, ce matin, je me lève, j'ai quelque chose de désagréable à faire, ben, je me remémore ça. Et donc, voilà, ça permet de passer d'autres choses, un peu comme des lettres à la poste, quoi. Donc, voilà, ça apporte beaucoup de choses. Alors moi, j'ai envie de dire un truc sur le voyage. Je vous écoute. En fait, jamais personne, il n'y a jamais eu qui que ce soit qui nous a raconté un voyage. Ah bon? En fait, ben non, on ne raconte pas un voyage. Et non. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'on raconte alors, Jean-Pierre? Qu'est-ce qu'en fait, pourquoi je dis ça?
Moi, je me On rappelle raconte pas un plus, voyage. Mais non, non, je plaisante. Hein. Mais je sais très bien ce que j'ai à dire. En fait, on raconte toujours le voyageur, en fait. On raconte le voyageur, celui qui vit, qui Oui, c'est pose celui des qui a pas vécu sur ce le chemin. voyage. Mhm. Et ouais. Et je fais bien une différence entre un voyageur et un voyagiste. C'est ça. Ouais. En fait, on est plus voyagé que... Voilà. Bon. Alors, à propos du voyage, moi, je veux juste, je sais pas, dire quelque chose. Moi, ce qui m'a importé beaucoup plus, j'ai compris après, hein, que les voyages sur tous les continents que j'ai pu vivre, c'était le voyageur, en fait. Le jour où j'ai compris ça, que j'avais besoin, pour pouvoir m'apprécier moi-même, de me définir comme voyageur. En fait, j'ai utilisé le prétexte du voyage pour pouvoir m'apprécier, ce qui était le premier pas pour tenir debout. Voilà. Et puis après, j'y voyais beaucoup plus clair comme ça. Alors écoutez, il y a quelqu'un, un internaute qui réagit, en fait. Il s'appelle Yannick C, figurez-vous. On ne sait pas qui c'est. Hein. Est-ce que les premiers voyages que vous avez entrepris seraient en quelque sorte des fuites? Et si cela est le cas, faut-il se fuir pour pouvoir se découvrir? Bah oui, qu'il y a plus philosophe que moi quand même. Hein. Bon courage. Vous avez 2 heures. Bonjour Yannick. Est-ce que les premiers voyages que vous avez entrepris seront en quelque sorte des fuites? C'est très bien compris ça. Ouais. Bah pour moi, oui, absolument. Alors, je n'avais pas envie de regarder ça en face parce que fuite, ça me paraissait péjoratif. Et comme de toute façon, j'avais décidé que les gens qui ne voyageaient pas et qui avaient ce que j'appelais les gens qui avaient une porte à fermer ou à ouvrir, les gens qui avaient des clés dans la poche, j'avais décidé que c'était des cons. Donc comment j'aurais pu dire, moi qui ne voulais pas vivre comme ça, qui partais sur les routes, comment j'aurais pu dire que je fuyais, quoi? C'était pas possible. Mais est-ce que j'étais c'est en fuite dans le sens... un parcours initiatique? Oh, c'est initiatique, certes, vous savez, mon cher. Non, mais je ne sais pas. Essayer de passer justement par des portes pour se découvrir soi-même ou découvrir d'autres aspects de soi-même. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, et là je ne blague pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne serait pas initiatique dans la vie si on fait juste un tout petit peu attention, en fait? Tout ce qu'on vit, là. Regardez, là, le fait de se retrouver sous une caméra, d'être entre nous, comment on le vit? Comment on le vit? Comment on se sent, là, maintenant? Ça, c'est... Je veux dire, moi, je peux parler de ma rencontre avec le désert, je peux parler de, je sais pas, d'avoir gravi des volcans, d'avoir été braqué, je ne sais où, de l'autre côté du monde, d'avoir été chercheur d'or. Ok, mais je pourrais aussi parler pendant 1h20, et j'emmerderai tout le monde, de ce que je vis juste là, maintenant. J'écouterai même plus Nicolas ni François. Je ferai des questions, je ferai des réponses, et patati et patata. À la bonne vôtre. Je vous fais confiance, Jean-Pierre. Moi, c'est vrai que je me sens mieux depuis que j'ai oublié les caméras et qu'effectivement, on peut deviser tous les 3 comme ça. Donc, pour vous, alors, Nicolas? Puisque je suis en tutu. Ouais, je vais essayer, mais vous m'en voudrez pas si tu te tutoies pas. Il n'y a pas de souci. Non, c'est vrai que je suis d'accord avec toi que tout ce qu'on vit est quelque part initiatique, mais c'est vrai que personnellement, je ne vais pas nier qu'il y a des moments qui sont plus charnières que d'autres, tu vois. Et c'est vrai que les premiers voyages, ça fait vraiment partie de ça. Et pour moi, les premiers voyages, c'était même pas loin. Hein. Moi, je considère que mes premiers voyages, c'était dans les Pyrénées. Mais parce qu'il n'y avait pas besoin justement de cet exotisme exacerbé pour vivre quelque chose de fort. Et justement, malgré le fait que c'était quelque part même pas loin d'ici, ça a quand même été une sorte de chamboule-tout. Puisque c'est vrai, tu disais que quelque part ça t'apporte un statut. Je me souviens la première fois où on m'a présenté comme Nicolas, grand randonneur, machin. C'est sûr que ça change de Nicolas, le malvoyant, le machin. Une étiquette qu'on me collait jusqu'à présent. Et donc, encore d'ailleurs. Ouais, quand même, ouais, ça. Ouais. C'est pour ça qu'on me filme de face. et c'est vrai que donc là, ça a vraiment
chamboulé ma vie. Et donc, à partir de là, les voyages suivants, c'était quelque chose de complètement différent. Mais heureusement qu'il y a eu ce passage qui était vraiment un passage absolument nécessaire. Oui. Mais toi, Nico, tu viens de loin quand même. Je veux dire, il y a un moment donné, tu viens de Strasbourg, d'accord. Mais il y a un moment donné, je veux dire, par ton parcours et la maladie, je veux dire, tu ne pouvais pas marcher plus d'1 kilomètre par jour. Donc, voilà, quand tu me dis, je suis allé dans les Pyrénées, mais bon, c'est énorme, quoi, simplement, quoi. Tu vois, de toute façon, il n'y a rien à comparer. Encore une fois, c'est pas le voyage qui nous intéresse, enfin, en tout cas, peut-être François, mais nous, on s'en fout. C'est le voyageur. Bonjour François, excusez-moi. Il est encore là. Non, mais moi, j'ai très peu voyagé, puis c'est pas le propos, mais moi, je voyage avec une musique, des rencontres, effectivement, comme vous le dites, c'est des poèmes aussi. Est-ce que vous me permettez que je vous cite un poème? J'avais la petite surprise du soir, c'est un poème de Fernando Sabino. C'est le rendez-vous convenu de 1956. Je vous le lis. On vous écoute. De tout, il resta 3 choses. La certitude que tout était en train de commencer. La certitude qu'il fallait continuer. La certitude que cela serait interrompu avant que d'être terminé. Faire de l'interruption un nouveau chemin. Faire de la chute un pas de danse. Faire de la peur un escalier. Du rêve un pont. De la recherche une rencontre. On se rejoint là, Jean-Pierre, ça va ou... Alors ouais, moi j'ai juste une phrase qui me vient là spontanément. C'est un jour on réalise que tout est à Dieu. Alors vous l'écrivez comme vous voulez. C'est absolument pas lié à des croyances, mais vous l'écrivez comme vous voulez, en un mot, en 2 mots. Moi, je peux me présenter avec un poème ? Allez. Soirée poème alors, poème et illusion plutôt que voyage et illusion. Je sais pas. Nicolas, c'est pas grave, hein. Vous pourrez chanter si vous voulez, même en alsacien. La Marisa. La chanson préférée des gens. Alors c'est un poème américain, je vais en lire qu'un extrait. On vous écoute. USA, du Rio Grande à Manhattan, je bouge pour allumer ma bougie. De San Francisco à Miami, je roule pour sentir le roulis. Kerouac. Les seuls gens qui existent sont ceux qui ont la démence de vivre, qui veulent jouir de tout dans un seul instant. D'où me vient le goût de la route, de l'incertitude, du mouvement? Autostop, en Arizona, désert, soif, la liberté a un prix, celui d'oser être. Un couple de Mormons, Dieu vous redonnera la vue, monsieur. Je n'ai ni yeux, ni maître. Tu connais la leçon, hein? C'est dingue, hein? Incroyable. Aldous Huxley, on doit jouir de chaque moment d'une manière passionnée, audacieuse, unique. Déjà derrière moi s'éloignent des souvenirs en espagnol et la frontière du Mexique. Aimer la vie, c'est la pénétrer jusqu'à ses étoiles les plus lointaines. La vie mouille et t'éclabousse si tu ne cultives plus la haine. Voilà, pour le moment. Magnifique. Mais pour jouir à chaque instant, est-ce qu'il ne faut pas accepter de lâcher prise justement pour aller vers l'inconnu, de cette jouissance à l'intérieur de soi-même, d'aller jusqu'au désir ultime? Alors il faut trouver la prise en fait. Ouais. Pour lâcher une prise, il faut trouver la prise. Alors, moi j'ai trouvé l'interrupteur. Lâcher prise, ouais. Allô, Christophe André? Allô, oui. Ah. mais justement, Au pourquoi numéro pas que vous avez de la demandé, psychologie, il y a plus d'abonnés. voilà, on est dans le corps, on est dans le sensoriel, le voyage aussi, dans les vibrations qui sont induites par la rencontre, la prise, je ne sais quoi. Oui. Ça vous amuse? En fait, le poème que vous, je ne sais plus. Voilà, c'est pas grave. Vous avez lu François tout à l'heure, il le dit merveilleusement bien, quoi. J'ai presque envie, si j'étais pas tout seul, mais comme je sais que je suis tout seul et unique, j'aurais presque envie de réécouter ce poème, quoi. Il résume tellement le lâcher prise. Mais vraiment, c'est juste les mots que j'aurais aimé. Moi, je suis jaloux en tant qu'écrivain, je ne prétends pas écrivain,
ou en tant qu'écrit de temps en temps, je me sens écrit. Et parfois, je deviens l'écriture de l'instant. Parfois, une foutue écriture de mémoire arrogante. Voilà, il y a plein de manières de vivre l'écriture, en fait. Et j'aurais aimé avoir ces mots là pour dire ce qui a été dit là sur le lâcher-prise, quoi. C'est-à-dire que si on sait, ni Nicolas ni moi, si on sait répondre à ça, il faut relire le poème, c'est tout. Non, De mais toute façon, ils l'ont non. peut-être pas bien entendu. Il peut juste résonner comme ça dans vos oreilles, dans votre corps ou pas. C'est un instant. Voilà. Ben moi, il m'a fait penser à une chanson que j'écoute beaucoup en ce moment, un peu en tant qu'auto-persuasion. Ah non, je ne chanterai pas. Moi, je vais te faire chanter. N'écoutez pas le petit diablotin à côté de vous, là, sur votre épaule gauche. Perturbant, je ne sais pas ce qui me perturbe là, à gauche, mais Et Nicolas. il est efficace. Mais oui, c'est une chanson d'une personne en plus en fauteuil roulant, qui s'appelle Kaloun. Et la chanson s'appelle Merci à la vie. Et je trouve le texte très 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 fort, vraiment. Parce que il remercie, en gros, il remercie le patron qui l'a viré. Il remercie à chaque fois qu'il a été obligé de prendre des chemins de traverse parce que ça l'a obligé à découvrir de nouvelles choses qu'il n'aurait pas pu découvrir en allant en ligne droite. Et à un moment, j'aime beaucoup aussi parce qu'il remercie même les roues de son fauteuil, quoi. Et ça, je trouve ça absolument énorme, quoi, parce que c'est sûr que, par exemple, au niveau des personnes aveugles, la canne blanche, au début, c'est un objet de torture, quoi. On n'a pas envie de la présenter. On a l'impression que ça va nous rendre moche, que les gens ne vont voir plus que ça au final. Et Faut qu'on leur montre quand même. ouais, en plus, on a un exemplaire. Voilà, une canne blanche. Voilà. Elle est blanche, François? Ouais, blanche, D'accord. Ouais, enfin, plus très, parce qu'on ne sait pas où la traîner. Ouais, voilà, une canne blanche. pliante, pratique, légère. Pliante, voilà. Alors, cette chanson, en fait, C'est pour beau, vous, hein, c'est cette en forme chanson. de gratitude, en fait. C'est C'est ça, une ouais. gratitude qui vient à ce qu'on a vécu, C'est ça. aux personnes qu'on a rencontrées, qui nous ont fait tel qu'on est aujourd'hui. Alors. Tout à fait, qui nous construit même les choses. Il le dit clairement, quoi, que sans les épreuves passées, il serait jamais devenu ce qu'il est devenu et il n'aurait jamais vécu ce qu'il a vécu. Et je trouve que c'est ouais, moi, comme dit, j'en étais déjà convaincu, mais là, je l'écoute en boucle vraiment pour que le message rentre. Oui, on pleinement. aura partagé ça ce soir. On va pouvoir écouter d'autres poèmes, réécouter peut-être cette soirée, etc. Et peut-être partir dans de nouveaux horizons. Moi, du coup, il y a un poème de Jean Cocteau dont je me souviens, j'ai pas besoin de le lire. Voilà, j'espère que je ne vais pas faire de gaffe avec l'émotion qui me revient. Et c'est Halte, pèlerin, mon voyage allait de danger en danger. Il est juste qu'on m'envisage après m'avoir dévisagé. Et moi, j'aime beaucoup ce texte. J'en ai presque des frissons, d'ailleurs, j'en ai des frissons parce que, qu'on soit en situation de handicap ou pas, je sais que vous n'aimez pas ce terme, Jean-Pierre, Nicolas, je ne sais pas, mais être envisagé et non plus dévisagé. Est-ce que vous avez eu des occasions comme ça dans vos voyages où vous étiez uniquement dévisagé, on vous regardait un peu bizarrement avec votre canne blanche, avec je ne sais pas quoi, et à un moment, on vous a enfin envisagé, on vous a enfin accueilli, accepté, ouvert les bras, le cœur, une maison, je ne sais quoi. C'est extrêmement souvent, ça. Ouais. Après, comment est-ce qu'on le prend comme quelque chose de conflictuel ou pas, mais c'est extrêmement souvent, oui, bien sûr. Quand on arrive dans un espace, moi, chaque fois que j'arrive avec ma canne, là, à me balader comme un hameçon perdu, qui chercherait à sortir par la fenêtre ou je ne sais quoi, je sens, il y a un silence, quoi, dans la salle. J'arrive dans un bistrot, par exemple, tout le monde est en train de boire l'apéro au comptoir, et j'arrive, et il y a le petit bruit de la canne, et puis le gugus qui se tape dans 2-3 tables. Je vais vous dire qu'il y a un silence. Là, on se sent... Alors, ouais, bon, mot dévisagé. Alors, dévisagé, c'est si on le sent en étant mal, on se sent dévisagé. J'ai connu ça. Mais bon, là, il y a aussi une possibilité de transformation. C'est qu'à un moment donné, on se sent regardé. Et ce qui est complètement... il n'y a rien d'extravagant à ça. Je veux dire, il y a un type qui débarque avec une canne blanche qui bouscule 3 tables, tout le monde regarde. On regarde bien les autres pour des choses bien plus insignifiantes.
Pour moi, si on parle spécifiquement du voyage, justement, là, je me sens souvent plus en situation de voyageur qu'en situation de handicap. Quoi. Par rapport aux différences. Parce que, ayant vécu longtemps dans cette bulle du handicap, souvent il me manque quelques clés. Par exemple, quand j'étais à Madagascar, c'était pas forcément simple parce que c'est vrai que c'était la première fois où j'étais confronté à une culture complètement différente et donc réussir à faire le lien. Et justement, là, la hiérarchie de la différence était complètement inversée. C'était ce qui faisait la différence, c'était plus tellement le handicap en soi. C'était simplement qu'il y avait aussi ces différences culturelles qu'il fallait réussir à surmonter. Et puis le voyageur blanc qui est quand même confortable, n'est-ce pas, par rapport... Alors, c'était une de mes questions avant la question d'une internaute, mais est-ce que vous ne vous sentez pas un peu privilégié quand même? Est-ce que ce n'est pas un privilège de voyager? Bon, si la question est pourrie, vous avez le droit de le dire aussi, hein, même de mentir, hein, je vous le rappelle. C'était comment? Est-ce que ce n'est pas un privilège quand même Oui, bien sûr. de voyager comme vous le faites? Mais moi, alors, ce qui est un privilège, c'est de vivre, et après, on en fait ce qu'on veut de sa vie, quoi. Si l'autre, il regarde ça comme un privilège, bonjour madame, ok, je vois bien qu'il y a un jugement de valeur. Non, mais je pense peut-être à d'autres personnes en situation de handicap, en fait. Ah, pardon. Voilà. Non, mais je sors très facilement du champ. Non, mais j'associe aussi Handicap, librement. handicap. Oui, mais merci François, c'est bien. C'est un privilège par rapport à quoi? Je veux dire, si quelqu'un a envie qu'il ne peut pas financièrement, bah, oui, on est privilégié financièrement. Mais bon, moi, je peux quand même témoigner que je suis parti sur les routes du monde sans un rond, quoi. Et j'ai vécu une époque sans un rond, j'ai dormi dehors, j'ai pas bouffé pendant des jours. Mais c'est pas un exploit, c'est rien de courageux du tout. C'est juste que longtemps, j'étais dans la fuite et c'était nécessaire pour me supporter et puis pour encore pouvoir grignoter quelques morceaux de gruyère à l'existence, hein, pour nourrir l'imbécile qui était pas bien dans ses godasses. Et voilà, non, privilège, non. Voilà, pour moi. Là, on part tout de suite effectivement dans une notion on hiérarchise les choses. Parce que quand on parle de voyage, moi là j'ai parlé de Madagascar et tout, mais je veux dire, un voyage, c'est pas forcément en plus à l'autre bout du monde. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple des Pyrénées, que moi je considère comme un vrai voyage. L'année dernière, j'ai pu faire le tour de Belle-Île-en-Mer. C'est quelque chose pareil, qui est quelque chose de tout simple, mais qui m'a vraiment permis de changer totalement de ma vie du quotidien. Et vraiment, c'est toujours pareil. Il faut pas faire des projections là-dessus. Au voyage, c'est pas quelque chose de forcément dingue, quoi. C'est ce qui est dingue. Oui. Récemment, on était chez Jean-Pierre à Avignon. Ouais. On est allé se balader juste tous les deux sur l'île de la Barthelasse, donc qui est sur le Rhône, à 2 km de chez lui. Je peux vous dire qu'en tant que Miro, seul sur la Barthelasse, on s'en souviendra, quoi. On s'est perdu, on s'est retrouvé à travers les champs. Nico me dit, oh t'inquiète pas, le GPS, il dit on arrive d'où on est parti et tout ça. Le GPS, il débloquait total. On n'arrivait plus à avancer, on était dans les champs labourés, tout ça. À un moment donné, on a retrouvé une piste, on a parlé avec des gens, tu te rappelles, qui étaient en voiture, et on a fini par se marrer. Je crois que c'est moi, enfin bon, qu'importe qui a eu l'idée. Je dis, en fait, on n'a pas le choix, mon pote. On est à 5 bornes, il y a le couvre-feu dans, je sais pas, une demi-heure. Bon, ça c'est... Voilà. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc, on va faire Stop Covid. Et on a tendu le pouce. Voilà. Et une dame qui, gentiment, nous a pris à son bord et nous a amenés jusqu'au centre-ville. Quelque part, c'est un voyage. Oui, tout à fait. Donc, Godas s'en souvient, en tout cas. Ça...
Alors, la question de l'internaute, Aurélie Z. Ah, les Aurélie sont de retour. Les Aurélie hier sont de soir. retour. Alors, par quel sens percevez-vous les paysages que vous traversez? Par quel sens percevez-vous les paysages que vous traversez? Allez, Nico, à toi de jouer. Moi, je sais pas. Alors, sens interdit, vous alliez dire peut-être non. Bien sûr, mais je ne veux pas la refaire deux fois. C'est fait. Allez. Non, on est dans la sensorialité. Ouais. voilà. Ben, moi, perso, le mot paysage ne me parle pas forcément en soi parce qu'il y a beaucoup de projections visuelles justement là-dessus. Et en fait, comme j'ai plutôt... disons que je vis avec ce qui me reste et je considère quand même qu'il me reste pas mal de choses en dehors de la vue. Donc, c'est pas vraiment les paysages que je vais rechercher quand je me balade en montagne, à gauche, à droite. C'est simplement le ressenti, le bonheur. C'est le bonheur Tu me donneras l'adresse de ce pays. Ouais, Oui, parce que c'est magnifique de décoller justement J'aurais de bien un l'image paysage du bonheur, moi. Ouais. pour être dans le ressenti, vous êtes présent dans cet univers, quoi, dans ce paysage. Quoi. Mais c'est vrai, c'est une question qui revient très souvent. En fait, ça revient à dire Why do you travel? Donc, de dire on est en Inde sans arrêt. You blind or fully blind and you are traveling. Why do you travel? Bah, tu veux traduire en alsacien maintenant ce que tu viens de dire? ah oui. Non, ils vont en Moselle, les Alsaciens, ils vont pas plus loin en fait. Ah non, on a peut-être deux Alsaciens qui nous regardent. Alors, bonjour. Bon, Reisener, on a Plinten. Non, parce que on voit beaucoup les voyageurs touristes, en fait, les appareils photos et les films, et ils prennent les mêmes films de tous les monuments, etc. Mais c'est bien, François, de dire ça. Beaucoup de gens voyagent avec l'idée de ramener le voyage en image. Bon, ben, quand on est aveugle, c'est niqué. Voilà. Donc, on n'a pas l'idée de ramener le voyage. Hein. Et alors, c'est nickel. Et c'est... Bravo! Applaudissez-le, messieurs, dames. Mesdames et messieurs, pardon, il faut faire ça dans ce sens-là. Non, c'est une forme de dépassement. Hein. Je me souviens dans le film là, dont est issu l'extrait que vous nous avez confié, vous mettez en fait un bandeau à votre collègue, à Lilian, je crois, et vous lui faites vivre un petit peu ce que vous percevez. En particulier, j'invite les téléspectateurs à voir ce film en entier parce que la manière dont vous percevez les volumes. Moi, ça m'a toujours impressionné en tant que voyant. Comment ça s'appelle? La sensation baresthésique, c'est ça? Donc, de sentir les espaces, les trous dans les surfaces? Non, je ne sais plus. C'est vrai qu'il y a un mot. J'ai pas révisé mes Julien fiches. Soriano, tu sais pas? Oh bah il rigole, c'est qui sait pas. Hein? Et vous, Nicolas, vous avez des lunettes aussi. Ouais. Je voulais... Allez, Jean-Pierre. Non, je voulais juste te dire, parce que la question de Lilian, donc ça revient un peu à cette histoire de paysage. Lilian, il me disait, mais tu voyages énormément, et moi aussi, et je suis photographe, quoi. Voilà. Et en fait, on revient à la question de Aurélie Z, n'est-ce pas? Comment vous vivez les voyages? Quel les paysages. Comment vous percevez? Et Lilian me dit, je capte pas, mais au bout d'un moment, écoute, hein, au lieu que je vais pas passer ma vie à émettre des mots dessus, il va falloir quand même que tu expérimentes un temps soit peu, quoi. Et je lui ai effectivement il s'est mis un bandeau sur les yeux, je lui ai passé ma canne blanche, et je l'ai fait déambuler un peu dans une médina. Voilà. Ce film, il est visible sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle Deux hommes à regard. À vous de jouer. Et quand il a mis le bandeau, la première chose qu'il a ressenti, il a entendu le bruit des oiseaux. Vous vous souvenez? C'est ça, je me souviens très très bien. Ouais. Et le bruit de la mer qui n'était pas loin. Et en fait, il confondait un peu le bruit des vagues. Alors là, moi, je suis le premier à confondre complètement plein de choses. Le bruit des vagues et le bruit du vent. C'est quand même très similaire. Je ne sais pas ce que t'en dis, Nico. Mais... Bah, c'est sûr. Surtout ça va ensemble. Souvent. Ouais, ça va ensemble. Ouais. Et vous, Nicolas, ces fameuses lunettes-là que vous nous permettez de mettre, en fait, pour voir votre champ visuel extrêmement réduit, en fait, de personnes avec une basse vision? Oui, parce que la basse vision, c'est un peu une zone grise, souvent. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, je peux lire quelques mots sur mon téléphone portable, des choses comme ça. Et donc, t'es voyant, quoi. Les choses sont souvent plus complexes que ça. C'est plus flou, finalement. Le regard de l'autre, je veux dire. Le monde est flou. Pas très sympa, ça, Jean-Pierre, quand même. Oui. Non, mais c'est compliqué. Excuse-moi, Nico, mais c'est extrêmement compliqué quand on voit un tout petit peu
de faire comprendre aux autres qu'on est extrêmement malvoyant. C'est le cas de Nico. Parce que les gens ils disent « Ah ouais, mais attends, il arrive à lire 3 mots sur son téléphone. » Mais je veux dire, t'as quoi, quoi? T'as rien comme perception. T'as une épingle au milieu de l'œil, d'un œil en plus, à travers lequel tu vois, quoi. Tu nous as montré tes lunettes hier, un peu spéciales. Là. Parce que quand j'explique, si je dis qu'il me reste 3 degrés de champ visuel sur les 180, ça ne parle pas à grand monde, ça ne peut rien dire. C'est que des chiffres. Et donc, effectivement, avec ces lunettes, tu te rends compte que tu mets une main devant l'œil droit parce qu'il ne reste plus rien. Il y a l'œil gauche, c'est un trou de souris. Et c'est sûr que ça fait une différence par rapport à la cécité. Mais quand je voyage, justement, confronté à un paysage, là, je suis un peu dans les mêmes réflexes qu'un non-voyant, quoi, parce que je veux dire, je vais pas m'évertuer à essayer d'appréhender tout ce qu'il y a autour de moi. Je veux dire, je vais m'épuiser pour rien. Il y a tellement d'autres choses à profiter que voilà, tant pis, c'est pas grave, ça passe à l'as, quoi. Je viens de recevoir une question sur YouTube là. Ah, tu vas nous la lire. Oui, Brigitte. T'es vacciné, Jean-Pierre, en fait, tu reçois 5G maintenant. Brigitte B. Oui, je suis en 5G, ouais. Nous demande. C'est quoi la. Attends, ça y est, il m'a perturbé. Brigitte B te demande. Vous me posez une question, j'ai complètement oublié. Elle était drôle en plus. Tu vas m'en vouloir alors. Non, pas du tout. Brigitte B, ça avait un rapport avec les animaux. Bon, allez. Vous allez retrouver la question parce que Jean D nous propose. Bonsoir à tous, vous êtes formidables, vous êtes très beaux. Non, il ne l'a pas mis, mais ça vous dit bien. Y a-t-il de grosses différences entre les pays et les personnes sur la façon de percevoir et de rencontrer une personne en situation de handicap? Oui. Ça, c'est une question oui. Ça, c'est une question pour toi. Enfin, oui, pour moi. C'est amusant parce qu'on parlait cet après-midi avec un journaliste de l'Inde, par exemple, et du handicap en Inde, comment il est perçu. Alors évidemment, moi, ça m'embête toujours de dire c'est comme ça. Hein. Mais généralement ou souvent, il y a ces notions de karma reviennent. C'est-à-dire que si on est pauvre, moi j'aimerais bien élargir un peu à tous les particularismes possibles. Si on a un handicap, si on est pauvre ou autre, c'est que dans une vie précédente, on a fait des bêtises. Ouais, on a pactisé avec le diable qui porte, mais des noms, si vous saviez, toutes sortes de noms. Et voilà, donc ça, c'est une notion un peu indienne, populaire. C'est peut-être la chose qui est la plus marquante pour nous. Après, moi, je sais pas, il y a des pays où, en Afrique, je me suis retrouvé souvent avec des gens qui se bidonnaient quand ils découvraient que j'étais aveugle, mais littéralement. Là, je parle vraiment dans des régions vraiment éloignées. J'allais dire comme un imbécile de la civilisation. Mais attends, c'est une autre civilisation, je ne vois pas pourquoi elle serait éloignée. Bon, en tout cas, dans des régions où ils voyaient pas de touristes, c'est clair, et où il y avait une rumeur qui circulait, comme quoi les Blancs, ils étaient tellement forts, qu'ils n'avaient pas comme eux des handicapés, des ceci et des cela. Donc ils me voyaient un peu comme le rebut des Blancs. Qu'est-ce que c'est que ce mec là? Qu'est-ce qu'il est? Ils ne savaient pas dans quelle case vous mettre, en fin de compte. Complètement. Et puis ça les faisait marrer, quoi. Et ils m'ont fait. Alors je reviens à ton chanteur qui a l'air assez impressionnant. Le texte, c'est Kaloum, tu l'appelles? Kaloum, ouais. Mais ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de pouvoir un jour trouver la paix face à quelqu'un qui. Alors, je ne sais pas s'il se foutait de ma gueule, j'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, mais qui était en tout cas mal à l'aise avec moi. Parce qu'en fait, l'inconfort, il est quand même très, très fréquent, quoi. Alors là c'est pas qu'une question de civilisation, c'est un peu partout, quoi. Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression que l'aide apportée par les gens, hein, ça peut être, ils peuvent s'appeler Thierry, mais on va dire les gens, est souvent inversement proportionnel à ce que fait l'État par rapport à la politique du handicap. Parce qu'on se dédouane quand même beaucoup dessus. Oui, mais bon, il y a des aménagements qui sont faits pour vous. Ouais, mais bon,
Alors, est-ce qu'on dit que les aménagements créent des clivages? Ah, l'exclusion, Bah, donc, c'est ça, en fait. Je sais pas si on va... J'ai un contre-exemple quand même où Ouais. la Suède qui a une très bonne politique par rapport à ça, où là j'ai vraiment senti que les gens restaient très ouverts à la différence et enfin, c'est beaucoup considère ça comme une différence. Mais en tout cas, j'avais pas de difficulté particulière là-bas pour solliciter quelqu'un pour traverser un carrefour dangereux, des choses comme ça, alors qu'il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont faites, les passages piétons, les feux sonores et tout ça. Donc, mais, Il t'aidait plus facilement. ouais, là, en Suède, ça se passait bien, je trouve. Ouais. Ouais. Donc, c'est un peu le contre-exemple, on va dire. Mais oui, comme on parle là de... Quelque chose que je voudrais dire, moi j'ai pas... Parce que bon, souvent les gens, on dit handicap, et le grand machin qu'on essaye de claironner, bon, chacun il fait ce qu'il veut, hein, en avant, c'est parler de son autonomie, de sa dépendance, son indépendance, pardon. Ben, moi je suis quelqu'un d'extrêmement dépendant en fait. Hein. Je veux dire, tout ce que j'ai fait dans le monde, je ne suis pas pour grand-chose. J'ai eu l'élan avec l'aiguillon de la souffrance au départ, et la fuite et tout ce que vous voulez. Mais après, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'ai rencontré des gens partout, des amis qui m'ont accompagné. Enfin, voilà, donc il y a absolument... je veux dire, si une personne aveugle me regarde ce soir, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Non-voyante maintenant. Ah, on dit non. Ah, d'accord, mais il ne faut pas qu'elle me regarde, elle m'écoute alors. Ah. Ouais. Non, je faisais exprès de dire ça. Voilà, je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas à focaliser sur ces extraordinaires. Je veux dire, s'il a un bon pote qui est sympa avec lui, ben, il peut partir en voyage tranquillement. Bon, après, il y a voyage et voyage. Moi, je fais quand même un peu un distinguo entre le tourisme et la route, quoi, au sens où je l'entends, le voyage un peu plus aventureux. Oui. Mais si je peux me permettre, pour moi, il y a peut-être une différence quand même entre l'autonomie et l'indépendance, en fait. Hein, et la dépendance. L'autonomie, ce serait peut-être choisir par soi-même. Oui, Et très bien. l'indépendance, faire par soi-même. Donc, ce que vous dites, c'est vous Oui. trouvez autour de vous des personnes qui vous aident, qui vous accompagnent, des aides humaines, des aides techniques, le GPS, même quand il ne marche pas, etc. Sans arrêt, Voilà. quoi. Voilà. C'est sous Donc, toute forme. non, mais moi, je veux dire que je trouve que je vis une merveilleuse dépendance, vraiment, et bien heureuse dépendance. Voilà. Une bien heureuse Et dépendance. l'autonomie, une bien heureuse dépendance, oui, à l'autre donc. Et l'autonomie, alors merci François, parce que c'est beaucoup plus subtil que ce que j'étais en train de dire, de faire ce distinguo, je te remercie, je vous remercie. Mais effectivement, l'autonomie, c'est effectivement d'impulser quelque chose, d'être capable d'impulser soi-même, d'avoir un désir et de l'exprimer. Après, je parlais, moi, des moyens pour le réaliser. Là, tu as utilisé deux mots très, très importants, impulsion et élan, tout à l'heure aussi, parce que c'est ce qui est peut-être le plus difficile au démarrage, parce que c'est vrai que d'être dans une situation où on ne se met pas dans l'inconfort, dans le danger, c'est peut-être plus simple, mais on passe à côté de beaucoup de choses. Et moi, quand j'ai commencé à me bouger un peu les fesses, j'avais bien conscience que j'avais des outils à acquérir avant de pouvoir faire des choses un peu plus attrayantes. Mais voilà, il faut avoir cet élan pour construire une maison brique après brique. Dans mon cas, voilà, ça a été de faire me renforcer pour pouvoir marcher plus longtemps. Ça a été plein des opérations supplémentaires pour corriger certaines choses, apprendre vraiment l'usage, avoir un meilleur usage de la canne blanche, acquérir des outils technologiques. Et en fait, à chaque fois que je franchissais un cap, j'avais pas du tout conscience que ça allait aboutir sur quelque chose de concret. Mais voilà, il a fallu avoir cette confiance à chaque étape franchie qu'il y aurait quelque chose encore derrière la porte. Sinon, à chaque fois, je me serais arrêté en me disant, voilà ce que je fais maintenant,
Je veux dire, quand j'ai commencé, les toutes premières étapes, c'était des petites balades le long du tram à Strasbourg. Il y a plus excitant, quoi, comme... Ouais, mais après comme, tout, est-ce que c'est pas ça le privilège ultime? Avoir foi en ses compétences, un être en devenir en soi-même. C'est ça. En tout cas, laisser naître ses désirs et à un moment donné, les chevaucher, aller avec, quoi. Une autre question d'Isabelle D, d'une internaute donc. Le voyage, c'est aller à la rencontre de l'autre, peu importe où. Que pensez-vous de cette phrase, pardon? Aller à la rencontre de l'autre. À la limite, on s'en fiche un petit peu, où c'est. Oui, oui. Alors, c'est aller à la rencontre de l'autre, mais c'est aussi... c'est une notion qui est pour moi vraiment, après quelques années de réflexion et surtout quelques décennies de voyage, je m'aperçois bien aussi qu'on voyage aussi pour se faire voir. Donc on voyage pour rencontrer, mais pour être rencontré. D'ailleurs, c'est... Oui. Pour être rencontré, oui. Pouvez-vous expliciter cela, s'il vous plaît? Non. Non. Il y a une autre question? Mais peut-être que pour les personnes dites valides, c'est un petit peu la même chose. C'est un voyage, en fait, d'aller à la rencontre de l'autre en situation de handicap. Je ne vais pas faire le psy de service, vous allez encore vous foutre de ma gueule, mais il y a une psychanalyste qui s'appelle Simone Corsos qui dit qu'en fait, elle doit dire quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'un handicapé? Celui qui te fait croire que tu es normal. Et elle rajoute, le handicap, c'est un miroir qui renvoie aux personnes valides un reflet qui est à la fois inquiétant et fascinant. En fait, en se regardant comme ça, on voit à la fois quelqu'un qui est si proche de nous, personne dite valide, et si différente, si proche de nous en humanité et si inquiétante, si différente. Est-ce que ça, vous arrivez à apprivoiser un petit peu les personnes que vous rencontrez dans vos différents voyages? Alors, totalement. Bon, alors déjà, cette phrase, elle résume tellement bien... voilà, elle dit tout, quoi. C'est une véritable synthèse. Mais oui, évidemment, parce que quand les gens ils vont voir débarquer quelqu'un qui se meut avec un peu de difficulté, tout ça, il y a un a priori, il y a quelque chose dans la tête qui peut éventuellement... Il y a plein de choses, il y a plein de manières ça s'inscrit de différentes manières. Je veux me lever, je vais l'aider. Autant je tourne la tête, je n'ai pas envie de regarder celui-là. Mais au bout d'un moment, il se trouve que si c'est une grande tablée à laquelle on s'assoit, et au bout d'un moment, peut-être que la personne qui ne nous a pas regardé, en nous entendant parler, tout ça, va commencer à retourner la tête vers nous et puis à nous regarder autrement. Évidemment que c'est quelque chose qui est de l'ordre de apprivoiser. Et... Je ne sais pas si pour toi c'est quelque chose de gênant encore. Enfin, moi, j'ai vraiment une sorte de filtre autour de moi qui fait que je ressens plus tellement ça, tu vois. Ouais. Pendant un temps, surtout les premiers moments où j'ai utilisé la canne blanche, c'était quelque chose que je vivais pas très bien. Un peu honteux, quelque chose comme ça? Ouais, et puis c'est vrai que ça peut être pesant quand même de sentir que tu es regardé, que tu es un petit peu la bête de foire. Hein, en même temps, c'est tellement bien en même temps de signifier à l'autre. Ouais. Moi, je dirais, alors aujourd'hui, je dirais même le contraire. J'essaye d'amener ma canne, même quand je marche avec des amis en qui j'ai vraiment confiance. Je trouve que c'est bien que j'ai ma canne pour que les gens comprennent directement que je suis aveugle. Autrement, ça fait tellement de malentendus. Quoi. Ah oui, c'est juste. Il ne peut pas me calculer, il ne me regarde pas. Je tends la main, il ne tend pas la main. Ah oui. Ouais, ok. Bon. Oui, non, mais c'est pour ça que... Mais oui, mais c'est une étape. Hein. Oui, complètement. Et c'est pour ça que je ne reviendrai jamais en arrière, même si c'était techniquement possible. Maintenant, je me rends compte que d'une part, techniquement, c'est plus possible de balader sans canne. Mais d'autre part, aussi, effectivement, par rapport à pour moi, le bénéfice social est supérieur à ce qu'on perd. Parce que, mais dans un premier temps, forcément, tu n'as pas l'habitude d'avoir ces regards qui pèsent sur toi. Mais après coup, tu te rends compte aussi, effectivement, quand j'étais ado, les gens se rendaient compte que j'avais un problème, mais sans comprendre
lequel. Et donc, il s'amusait un petit peu à me balancer des trucs parce que ça les faisait rire, que j'arrivais pas à les attraper, des trucs comme ça. Et à partir du moment où tu as la canne, tout ça, c'est terminé. Les gens sont pas cruels à ce point-là, quoi. C'est vraiment que c'était un énorme malentendu. C'est ça, en fait. Pour revenir un peu aussi dans la notion de voyage, ce que je trouve toujours très intéressant aussi, c'est les gens qui viennent, où que ce soit, sous quelques latitudes. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à moi en me disant j'ai un frère qui est aveugle, j'ai mon grand-père qui est aveugle. Mais tu comprends, nous, dans notre pays, c'est pas pareil. Ce que tu fais, ce que vous faites, c'est pas possible. Et là, je parlais tout à l'heure de se faire voir, mais effectivement, en se faisant voir, en se baladant aveugle sous toutes les latitudes, comme ça, moi, j'ai vraiment cette notion de me faire voir parce que je sais que ça interpelle. Mais est-ce que c'est militant ou est-ce que c'est facilitant pour les personnes qui sont en situation de handicap? Non, c'est maintenant parce que je fais le malin là, devant un micro et je pose des mots pour essayer d'analyser des choses, mais non, j'ai jamais fait ça pour ça. Mais ceci dit, aujourd'hui, de même que de témoigner là, je me sens tout à fait à ma place et je prends bien conscience que ça peut avoir un poids. Ça peut peut-être, j'en sais rien, mais ça peut peut-être être porteur d'un regard autre. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié des films comme, des films cultes comme le film de Pozzo, là, comment ça s'appelle, Intouchable, des choses comme ça. Ouais. Mais je veux dire, je ne voyage absolument pas pour ça, mais je le sais aujourd'hui que ça crée des regards, des contacts, des questions. C'était drôle. Je me souviens être dans la Chine à l'époque où ça venait de à peine s'ouvrir, c'était en 85, et je suis allé me balader, et j'arrivais par Hong Kong, Macao exactement, et je voyageais par la route avec une amie, et toute la journée les Chinois faisaient ça, ils me voyaient. Ils faisaient je ne sais pas le signe exact, mais un geste avec le pouce pour dire « waouh, chapeau ». J'ai jamais réussi à décrypter mais voilà, il y avait quelque chose de waouh. Mais du coup, ça fait un petit peu contrebalancer entre deux images des personnes en situation de handicap, soit la pauvre petite chose et une approche très compassionnelle, soit celui qui a surmonté l'obstacle, celui qui réussit malgré le handicap, etc. Et je trouve qu'il y a souvent que ces deux images qui sont... Très dommage. C'est dommage, non? Merci François, encore une fois. Tout à fait, oui. C'est très très bien vu de souligner ça. Parce que effectivement, par rapport au handicap, souvent c'est soit blanc, soit noir. C'est ça. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué du coup que pour une personne valide où chacun, une personne valide a son métier, peu importe ce que c'est. Voilà. Ouais. Alors que là, tu es obligé effectivement d'en faire peut-être beaucoup plus pour avoir cette considération qui normalement arrive à... N'est-ce pas Guillaume? Allez, on revient aux questions des internautes. Deux questions, vous répondrez à celle que vous voulez. Est-ce que c'est plus sympa de voyager seul ou avec des compagnons? Et deuxième question, salut, les invités ont des anecdotes savoureuses de leur périple. Donc on vous demande des anecdotes croustillantes, savoureuses. Alors, à la fin d'émission. Zoom. Alors seul ou accompagné, vous avez bien compris. Un jour, je suis seul à la frontière turque. J'ai 18 ans. J'ose à peine vous dire comment je suis habillé. J'ai les cheveux longs, j'ai des bagues de partout, des foulards indiens. Je ne sais pas si j'avais pas ma robe à l'époque de hippie, mais je ne suis pas très sûr de mon coup là, dans ce que je dis. Et je passe la frontière grecque et j'arrive à la frontière turque. Et il me dit non, vous ne pouvez pas rentrer en Turquie. Je dis attends, comment ça? Après, j'avais un billet de train pour Istanbul. Ça coûtait, j'avais pas beaucoup de sous vraiment, mais j'avais un billet de train. Ils n'ont jamais voulu me laisser rentrer. Donc j'ai fini par leur demander pourquoi. Ils m'ont dit non, en Turquie, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous êtes aveugle et vous êtes seul. Ah ouais. Ok. Donc tu réponds à deux questions en même temps là. Donc je suis retourné à Salonique, pas Salonique du tout, un petit bled d'Alexandropolis, pas loin de la frontière. Et puis j'ai fumé clope sur clope là dans la gare. Je me revois tout à fait en marchant sur ce foutu quai. Avec la canne, la clac, 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 et en me disant comment je vais faire? Je veux aller à Istanbul. J'étais dans une illusion fabuleuse d'Istanbul,
lié à toutes les lectures de l'époque et tout ça. Je voulais aller mettre les pieds à Istanbul. C'était pour moi les prémices de l'Asie. Et j'ai 18 ans donc. Hein. Et je finis par, après des heures, entendre deux Américains qui descendent d'un train et comme ça, je les entends. Je dis, ça, c'est pas du grec. Et je vais vers eux et je leur explique que les mecs, voilà, moi, je peux pas rentrer en Turquie. Est-ce qu'on pourrait pas aller à la frontière ensemble? Voilà. Et on est allé à la frontière ensemble. Et comme j'étais accompagné, j'ai pu passer. J'en ai bien plus croustillantes, mais il faut laisser Nicolas parler. Tu enchaîneras après. Ça dépend du domaine. Vous, Nicolas, en fait, vous projetez des voyages en autonomie totale, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Le gros voyage que je prévois là, c'est un tour d'Europe, de l'Union européenne. Donc de passer par toutes les capitales de l'Union européenne. D'ailleurs, je devrais le faire en ce moment même, mais bon, il y a eu quelques petites contraintes, là, il paraît-il, qui m'ont empêché, mais bon, ce n'est que partie remise. Et pour répondre à la question sur voyager seul ou en autonomie, moi j'aime autant l'un que l'autre. Justement, l'autonomie, voyager seul, je n'ai vraiment eu besoin un temps parce que ça a contrebalancé quelque part cette enfance où pour tout j'étais obligé d'être accompagné. Et c'est vrai que tu as aussi eu quelquefois besoin de te retrouver seul face à toi-même. Et là, c'était vraiment le fait d'être dans un pays que je ne connaissais pas, tout seul. Ça me permettait justement de compenser quelque part cela. Et une petite anecdote rigolote, c'était quand on était à l'aéroport de Moscou. Donc là, c'était une expédition qu'on avait organisée avec une association de Strasbourg en Sibérie. Et donc on se retrouve à l'aéroport. Et donc il y avait des personnes sourdes, malentendantes et des personnes malvoyantes et non-voyantes. Et puis, tu m'excuseras Yves de raconter ça, mais c'était pas mon rôle. C'est que d'un coup, une personne sourde qui arrive face à une personne malvoyante et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Je fais « Je présente mon passeport. » Et en fait, il était en train de présenter son passeport à un mannequin en pensant que c'était un gendarme. Ouais. Et une autre sympathique aussi, on avait randonné toute la journée avec. Donc on était un groupe, trois malvoyants, avec une personne voyante. Et là, elle ne devait pas continuer la randonnée avec nous. Donc elle nous laisse à midi. Le soir, on arrive pour se poser à notre gîte et tout. On prend l'apéro tranquille. Donc là, il était autour de 17h. Et à 22h, mon téléphone sonne. Donc c'était la personne voyante qui devait retourner à sa voiture. Et c'est elle qui s'était complètement perdue dans la forêt et qui a dû être raccompagnée à sa voiture par la gendarmerie. Elle a dû téléphoner à la gendarmerie pour se retrouver, quoi. Alors que nous, les trois miroirs, on était arrivés tranquilles à bon port. Mais il y a des avantages à être Bravo aveugle. les gars, ouais, bravo. Il y a des avantages à être aveugle, moi je vais vous le dire. Un jour, j'arrive en stop, j'ai fait Amérique du Sud, Canada, sur le pouce. Et j'étais au Mexique. Et au Mexique, on dit hacer burro, faire l'âne, faire du stop. Et j'arrive à la frontière américaine avec une amie. Et la vérité, c'est qu'on n'a quasiment plus d'argent. On n'a surtout pas la chose indispensable, un billet d'avion pour quitter les États-Unis. J'ai un foutu truc qui, alors personne ne connaît ça aujourd'hui, ça s'appelait un MCO, je ne me rappelle plus, mais c'est le sigle. C'était, on achetait par exemple, là c'était ça exactement, on achetait une somme pour une somme, un voyage. J'avais un truc qui c'était $150 sur un papier et qui était valable pour plusieurs compagnies. Alors que si j'avais un billet, par exemple, à acheter $300, je pouvais faire déduire les $150. J'arrive à la frontière américaine et je me dis là, Jean-Pierre, il va falloir faire le prestidigitateur, c'est pas possible autrement. Bon, c'est un peu raide, c'est un peu rude là, la frontière avec les Mexicains. Il y a vraiment énormément de méfiance, vous l'imaginez. J'arrive déjà, je me cogne dans l'espèce de bureau, là, je me cogne dedans avec la canne. Enfin, je fais une énorme démonstration de ma nécessité. Le gars, il finit quand même par s'en rendre compte.
Je lui donne mon passeport. Puis à un moment donné, il me dit, vous avez un billet d'avion pour quitter les États-Unis? Je dis, bien évident. Et je prends le papier, où c'était écrit $150, et je m'étais déjà arrangé, j'en avais parlé avec l'ami avant, je savais de quelle manière le sortir de ma poche pour montrer voilà, ce qu'il ne fallait pas qu'il voie, mais qu'il y avait quand même quelque chose d'écrit. Et je lui balade comme ça, je dis, vous voyez bien, you see my ticket, you see it. Et blablabla. Et le type, à un moment donné, il était un peu agacé, il m'a dit, oh, ok, ça va. Circuler. C'est bon. Circuler, il n'y a rien à voir. Et je peux te dire, le ouf, j'ai attendu parce que j'ai d'autres anecdotes, mais que je ne veux pas raconter là en direct pour ne pas avoir des ennuis, à des douanes. Prochaine édition peut-être. Où on dit ouf, mais on le dit un peu trop tôt, et ça peut être entendu. Donc là, je me rappelais très bien de cette histoire-là, donc j'ai dit ouf quand on est sorti de la douane. J'étais bien content. Il y a des avantages à être aveugle. Je vous invite d'ailleurs À découvrir ce monde merveilleux. à découvrir ce monde merveilleux. Écoutez, on va peut-être tenter. Moi, j'ai un de mes proches qui m'a proposé aussi une question à vous poser. Ouais. Quels seraient les conseils que vous pourriez nous donner à ne surtout pas suivre? En d'autres termes, les conseils à suivre pour être sûr d'échouer votre voyage, etc. Est-ce que vous en Alors, avez? qu'est-ce que ça veut dire échouer? Écoutez, moi, je relais les Ah oui, questions. c'est vrai, hein. pardon. C'est un truc de baleine, ça, non? Vous voulez qu'on appelle Ouais, d'accord, ouais. Si tu veux. le pire des conseils pour réussir à échouer? Le pire des conseils pour réussir à échouer, c'est de rester chez soi. C'est vrai? Rester chez soi. Et là, c'est imparable. Par rapport aussi, Nicolas. Ah oui, non, on ne peut pas trouver mieux là. Mais, non, mais c'est. Il est bon public, Nicolas, Ah, c'est ouais. ça. Ouais, sympa. J'en ferai des interviews avec lui parce que franchement. Non, mais de toute façon, on a des réponses qu'on a déjà données aussi tout à l'heure. Le fait de se projeter avant de trop se projeter avant de partir, et surtout de s'accrocher à ces projections. De se projeter, c'est une chose, mais de s'y accrocher, c'est une autre chose. Donc, à partir du moment où tu arrives à destination, tu oublies complètement ce que tu souhaitais découvrir, et puis voilà, tu te laisses porter par l'instant présent. Tu as vu cette boucle illusion-voyage? Mais c'est beau. fabuleux. C'est incroyable. Non, mais là, franchement, c'est le meilleur interview qu'ils ont réalisé sur The Place Incroyable. to Be. Ah, oui, toute la Parce semaine. qu'on a l'introduction, ça s'appelle après le Gomen, et puis on va avoir une conclusion. Même François, il va même plus savoir comment faire pour la conclusion. Si, Tellement parce il que a moi je porté pensais ça à sur un un plateau. néologisme de Nicolas qui est le révalisme. On n'en a pas encore parlé. Est-ce que vous pouvez développer un peu? Le révalisme, oula. Enfin, Oui, si oui, ça oui. vous chante. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais oui, le révalisme, parce que je pense que dans mon parcours, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un temps pour tout, quelque part, qu'il fallait pas griller les étapes. Hein. Bon, quand je compare Jean-Pierre et moi, souvent je dis que lui, il expérimente la liberté totale, et moi, j'expérimente la longueur de ma laisse. Parce que voilà, il y a certaines contraintes médicales qui font que je ne peux pas non plus faire n'importe quoi. Le but, c'est pas non plus de mettre sa vie en danger. Hein. Il y a Tu des te rappelles qu'on part en Algérie en autonomie quand même? c'est pas le bon moment de la placer, celle. Ah bon, d'accord. Donc en fait, quelque part, je veux dire, on a tous des dizaines de rêves en tête, et donc peut-être qu'il y en a certains qui sont à éliminer dans un premier temps. Voilà, moi, je sais que je serai jamais pilote, hein, ça, par exemple, voilà. Donc essayer quand même de tailler ses rêves avec sa réalité. Hein. C'est peut-être c'est pas quelque chose du tout de négatif. Hein. C'est pas se brider, mais simplement comprendre que voilà, il y a un temps pour tout. Quand j'avais une autonomie de marche de 3 km, j'essayais de ne pas rêver d'aller faire la traversée des Alpes, par exemple, quoi. Donc, mais c'est des choses qui sont après venues petit à petit. Mais il faut vraiment toujours essayer d'éviter de s'auto-frustrer quand c'est con, alors que dans sa situation, il y a quand même déjà beaucoup de... Il y a toujours de belles choses à faire. Il faut être optimiste par rapport à ça. Donc tu es en train d'expliquer comment réussir son voyage en fait. C'est ça. Ouais. C'est excellent. Mais justement, comment réussir à ne pas échouer, peut-être dans le révalisme, hein, en plaçant des étapes et en y réfléchissant aussi, Ouais, même si c'est pas le mental qui doit gouverner le voyage, mais effectivement
J'aime beaucoup ce concept de rivalisme, je l'ai découvert et je vous remercie en tout cas. Ouais. Oui, non, il y a certaines contraintes qu'on ne peut pas nier, qui sont des réalités, donc voilà, il faut les intégrer à ses rêves. On arrive bientôt au terme de cet entretien, c'est passé super rapidement. Les gens, hein. Oui. Ce que je vous propose, c'est de laisser sortir le mot du soir, là, comme ça, le dernier mot, sans contrainte, sans censure, le mot qui vous vient tout de suite en tête. Larme à l'œil, mouchoir. Pauvre petit canard. Non, c'est mes prothèses. Vous savez que j'ai nettoyé dans les boîtes de thon en Amazonie. Ah bah De maintenant, même que l'ophtalmo, il n'aime pas trop que je lui dise ça. j'imagine, ouais. Quand il veut me vendre son produit, là, qui coûte je sais pas quoi, j'ai dit, attends, Coco, un bon citron, bio. Alors, le mot du soir, ça serait entre thon, citron et bio. Bon, Voilà. écoutez, il faut choisir quand même. Hein. Gastronomie. Et bon Et vous, appétit. Nicolas, serait quoi le mot là qui vient tout de suite sans réfléchir sans... Comme vous m'avez bridé et interdit de chanter tout à l'heure, je vais dire enchantement. Enchantement. Voilà. La vie enchantée. Eh bien, en tout cas, je pense que ce mot résume bien cette soirée pour nombre d'entre nous. Je vous remercie, mais vraiment de tout cœur, de ce moment de partage, presque d'égrégore, de partage un petit peu d'émotions, de sensations. Merci mille fois. C'était donc la dernière soirée de la seconde édition de ce festival, The Place to Be. Et ce que je vous propose, c'est de céder immédiatement la parole à Bérangère Dutilleul, qui va clôturer la seconde édition de ce festival. Bérangère. Quelques applaudissements effectivement pour cet Bérangère. échange qui était vraiment qui nous a apporté une forme d'ailleurs. Donc pour reprendre le titre du bouquin de Jean-Pierre, Allez voir ailleurs, je pense que ça. Faut l'acheter. Faut l'acheter. Voyage de coq à l'âme. Alors du coup, j'ai à clore effectivement cette semaine qui est passée comme une étincelle. J'espère que vous avez pris en tout cas autant de plaisir que nous cette semaine. Je tiens à remercier l'équipe qui a permis de concrétiser cet événement. Alors je vais accueillir sur le plateau Catherine Criticos, François Crochon que vous avez déjà rencontré depuis 1h30, Sophie Sadin-Sévron. Ouais, allez, venez. Venez vous présenter un peu. Donc Catherine Criticos. Bonjour. Et Salut, Sophie Catherine. Sadin-Sévron. Juliana Richard, alors je sais pas, elle est, je vous donne un petit peu les coulisses du plateau, mais elle était au travelling, donc voilà, Juliana Richard. Et on salue particulièrement Yannick Chapeau et Fabien Chapeau. On vous envoie plein de pensées, les gars. Voilà. Ah ouais. Merci à l'équipe technique, Jean-Cédric Rimaud à la réalisation, Arnaud Emmanuel Véron à la co-réalisation et Raphaël Aymar au cadrage. Merci pour votre professionnalisme, de votre investissement, de votre écoute et de votre sensibilité mise au service de ces magnifiques rencontres avec, vous les avez reconnus, Alexandre Jolien, Jean-Pierre Brouillot, Aurélie Philippe, Guillaume Batz, José Siza et Nicolas Linder. Merci à vous de vous être livrés avec autant de sincérité et de générosité, tantôt drôle, touchant, piquant. Vous avez concrétisé notre souhait de faire de la question du handicap, des handicaps, autant de diversité qu'il y a d'hommes et de femmes. Vous avez porté ce décalage de regard nécessaire à accueillir la singularité dans un social parfois trop ancré sur des représentations normatives. Vous nous apprenez le mouvement. C'est l'essence même de la vie. Nous sortons tous plus riches et plus ouverts, je le souhaite, de ces quelques jours partagés avec vous. Nous avons été accueillis pour ces quelques jours au Vorace de la Croix-Rousse. Merci à Wael pour sa présence. Je souhaite terminer ces remerciements en associant l'association PEP 69 qui a porté cet événement, et plus particulièrement Bruno Chantre et Nicolas Aiglin, qui ont œuvré à bouger les lignes pour permettre la mise en œuvre concrète de cet événement. Je remercie également nos partenaires de cette aventure, la RHM, la DAT, la MPH à Coléa, l'association Charge Enfants Soleil, l'équipe Relais Handicap Rare Nord-Ouest et le CCAS DIFTO,
l'association EPI et EFAP, le CRS, les BEP 69, les BEP 74, il y en a encore quelques-uns, voilà, installez-vous, l'ARSA, le réseau Luciole, une souris verte, le réseau R4P, l'IRSAM et le TEF, The Extraordinary Film Festival de Namur. C'est du bulgare, ça, non? C'est ça, c'est effectivement du bulgare. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette aventure. On espère qu'on va pouvoir la reconduire, mais en attendant, on a un tout petit événement à fêter avec vous. Et voilà, on voulait vous le faire partager. Joyeux anniversaire, Pierre. Joyeux Allez. Encore. Elle sera ligne toute seule. Jean-Pierre. Encore. Vous me présentez comment? Une troisième édition du festival. The place to be. Donc ainsi s'achève la seconde édition de The Place to Be. Tu vois, c'est Oh là là. The place to be. C'est juste pas comme si on n'avait pas prononcé 50 000 fois, mais bon, voilà. Nous vous donnons rendez-vous pour un troisième volet dans 2 ans, mais je ne serais pas étonné que quelques surprises nous attendent dans ce laps de temps. Merci beaucoup à tous, à très bientôt. Au revoir. Merci Béranger. Merci à tous. Donc en fait, je suis gâteux et gâté d'un gâteau. Voilà. C'est du brouillon, hein, franchement. François, il est là? Je suis là. Le jouet.